Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Flash Transition. Alors je suis Guillaume Lévy, je suis associé fondateur de Transition et pour rappel, ces Flash Transition, ce sont des webinaires courts de 30 minutes. La promesse, c'est vraiment que vous êtes libéré au bout de 30 minutes, dans lesquels on va faire un focus sur une fonctionnalité particulière d'une des applications Zoho. Donc on en a fait déjà un certain nombre ces derniers temps. Vous les retrouverez d'ailleurs tous sur notre site. Vous retrouverez les enregistrements sur notre site dans la partie actualité ou sur notre chaîne YouTube. Et on a fait sur différentes applications. Là, on continue en fait sur une partie CRM. Et on a fait ces derniers temps pas mal de webinaires, de flash sur l'amélioration de l'ergonomie de la solution CRM pour les utilisateurs finaux. Et là, on va faire un focus sur une fonctionnalité très intéressante qui s'appelle Blueprint, qui est là depuis longtemps, qui a été vraiment un changement important dans la partie CRM. C'est une fonctionnalité qui va permettre vraiment de diriger et de conduire l'équipe, les utilisateurs, l'équipe commerciale, dans le processus commercial de l'entreprise. Donc, s'assurer que on va avoir les commerciaux vont faire les bonnes actions au bon moment et vont assurer aussi la qualité des données. Voilà, sur cette partie-là. Donc, pendant le webinaire, quelques informations pratiques. Les micros seront coupés, mais vous pouvez poser des questions dans la petite zone de chat Q&R. Voilà, vous pouvez directement, on va essayer de répondre au fur et à mesure à vos questions, et puis on prendra des questions aussi en fin de session. Voilà, je vais donc laisser la parole à Jean-François qui aujourd'hui fait cette présentation, qui est donc chef de projet chez Transition. Et voilà, c'est la responsabilité aujourd'hui de vous faire cette démonstration de cette fonctionnalité. Merci Guillaume et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour vous faire cette démonstration, je vais me mettre dans la peau de Neil Armstrong. Et Neil Armstrong est conseiller à l'agence de voyages spatiaux Anoumars, que vous avez pu déjà rencontrer au cours de Flash précédents, avec Florent notamment. Et donc, je vais vous partager mon écran pour commencer cette démo. Voilà, j'espère que c'est bon, que vous voyez mon écran. Donc, Neil Armstrong a reçu un email de Rafael Nadal, qui est disponible en ce moment et qui est eu vent de notre agence de voyage à Mars et envisage un projet de voyage sur Mars. Donc, Neil a créé le contact Rafael Nadal et maintenant va créer une affaire. Donc pour ça, il crée une affaire en renseignant pour l'instant que les champs obligatoires, donc le nom du contact, à savoir Rafael Nadal. Il s'agit d'un client en B2C. Bon, en passage, on a un petit client script qui va renseigner le nom de l'affaire directement. Et puis, une date de clôture de cette affaire, on va dire pour la fin du mois d'avril. Pour l'instant, on ne va pas plus loin et Zoho, donc en enregistrant, va créer cet enregistrement d'affaires qui a vocation à héberger toutes les données pour pouvoir qualifier cette affaire, pour pouvoir générer les devis, pour faire l'analyse de faisabilité et piloter toutes les étapes. Mais à ce stade, Neil Armstrong se retrouve face à un écran avec beaucoup de champs à remplir, avec toutes les possibilités de customisation que permet Zoho, et une frise qui va montrer les différentes étapes pour pouvoir finaliser ce contrat. Mais ceci dit, il n'est pas à l'abri d'erreurs, comme par exemple de cliquer sur devis modifié sans être passé par les étapes précédentes. Il ne sait pas non plus dans quel ordre il va falloir saisir les informations. Et enfin, il ne sait pas quelles vont être les actions à mener et quand. Donc c'est là qu'interviennent les blueprints, et le premier objectif du blueprint, c'est de guider l'utilisateur pour lui faciliter la vie dans les actions à mener. Donc à ce stade, je vais activer un premier blueprint qui va mettre en œuvre uniquement la logique des différentes étapes pour pouvoir qualifier et aller jusqu'au bout de la finalisation de ce contrat. Donc je reviens à la première étape de préqualification ici. Et maintenant se déclenche le blueprint. Donc contrairement à tout à l'heure, je n'ai pas la frise avec toutes les étapes possibles. Je n'ai qu'un état, qui est l'état préqualifié, qui correspond à l'état du moment où j'ai créé cette affaire, avec deux choix possibles. Soit l'affaire va être perdue, soit je vais pouvoir qualifier. Bon, on va supposer qu'on avance.
Et donc, je vais pouvoir aller à l'étape suivante simplement en cliquant sur ce bouton qu'on appelle des transitions qui permettent de passer d'une étape à l'autre. Alors, à ce stade, je ne vous montre que la partie logique du déroulement de cette gestion d'affaires. Donc là, je passe à l'étape qualification. À ce stade, je peux créer un devis ou à nouveau, peut-être que Raphaël Nadal ne souhaite pas poursuivre. Donc toujours, je peux perdre ce contrat, mais on va dire que ça se passe bien. Je crée un devis. Une fois le devis créé, peut-être qu'il y a des échanges qui mènent à des changements qui mènent à la création d'un nouveau devis. Puis ce devis, il peut être à nouveau modifié pour finalement, alors peut-être perdre l'affaire, mais si je perds l'affaire, il faudra que j'explique pourquoi, ou bien gagner l'affaire. Et là, vous voyez, j'ai été jusqu'à la dernière étape de mon processus d'affaires. Le contrat est signé et je suis passé par un certain nombre d'étapes dans le bon ordre qui me permettent d'avoir respecté cette logique. Pour autant, à ce stade, je n'ai pas du tout été guidé dans les saisies que je devais faire pour renseigner mon affaire. Et je n'ai pas non plus piloté une quelconque action comme des tâches à mener ou la création de devis. Donc c'est là que je vais vous montrer comment on peut aller plus loin en enclenchant le deuxième blueprint qui lui est plus complet et qui va permettre de représenter ces étapes. Donc je reviens à l'état préqualifié et vous voyez que maintenant, je vais un peu plus loin. Déjà la première étape de qualification, elle va se diviser en deux actions à mener, une partie qui est analyse des besoins et une autre qui est analyse de faisabilité. Cela se fait au travers de ce qu'on appelle les transitions parallèles, je vous montrerai plus loin, mais en tout cas, ce qui est important à ce stade, c'est de voir que non seulement la logique est en place, mais en plus, je vais pouvoir avoir des écrans de saisie. Donc, une remarque, voilà, je ne vais pas renseigner. Pourquoi, voyez-vous, donc là, je suis guidé dans les champs que j'ai à remplir. Donc, il a du temps. Éléments de motivation, eh bien, c'est le dépassement de soi et l'aventure, par exemple. Le temps est disponible, il a 2 ans, il est tranquille, il voyage seul, il a une préférence pour le départ que je peux renseigner ici. Vous voyez, tous ces champs-là, à cette étape, doivent être renseignés. Si je les renseigne pas, je ne peux pas franchir l'étape. Donc là, je l'enregistre, ce qui fait que cette première série de besoins a été remplie. Maintenant, je peux aussi, en parallèle, faire l'analyse de la faisabilité qui va porter sur d'autres champs à renseigner. Des remarques, un budget potentiel, par exemple, de 1 million, un goût du risque, oui, moyen, des compétences, pas particulièrement. Ensuite, il est prêt à passer, il est prêt à passer plusieurs mois dans l'espace, aucune compétence sur la gestion d'énergie. Bien sûr, il peut faire l'entraînement physique et il a une excellente capacité relationnelle. Alors là, si je peux à ce stade l'enregistrer comme brouillon, si je n'avais pas complété, là, il me dit que le budget n'est pas suffisant. Donc, il y a un contrôle de saisie qui a été mis en place. Et à nouveau, je peux faire enregistrer comme brouillon pour y revenir par la suite. Là, il me dit, c'est presque fini, mais ça n'a pas été validé. Donc, je reviens et je valide. Et j'enregistre. Et donc, vous voyez qu'au total, j'ai été complètement guidé dans la saisie d'informations, dans la qualification de chacune des informations que je saisissais pour pouvoir passer à l'étape d'après. Et passer à l'étape d'après a généré un certain nombre d'actions, notamment m'a généré une tâche qui est de préparer les produits dans l'affaire pour pouvoir franchir notamment la partie suivante qui est la création d'un devis. Donc pour ça, par exemple, ici, je peux ajouter une ligne qui va être un voyage sur Mars. Alors là, j'ai mis en duo, bon, peu importe. Et puis une quantité de 1 et j'ai rempli cette étape. Donc par la suite, je peux maintenant créer un devis. Et donc en créant le devis, ce que je fais maintenant, ça va automatiquement me créer l'objet devis dans le Zoho CRM qui est ici. Ça se fait au travers d'une fonction, on le verra plus tard. Et l'activité en cours, il y a une nouvelle activité qui va être d'envoyer le devis à Raphaël Nadal. Alors, pareil, donc là, je peux à nouveau me retrouver dans un cas où il y a besoin de mettre à jour le devis. OK. Et puis, éventuellement, le modifier jusqu'à ce que l'affaire puisse être gagnée. Donc là, je vous ai illustré les points essentiels qui est de suivre une logique dans le processus métier, que cette logique, elle est conditionnée à un certain nombre d'éléments, que au moment de franchir une étape, je suis aidé dans les informations que je dois saisir, et le fait de franchir une étape, ce qu'on appelle une transition,
va enclencher un certain nombre d'actions. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Alors là, si vous voyez mon écran, donc je suis dans la partie configuration blueprint et je vais créer un nouveau blueprint. Donc, créer un blueprint. Un blueprint se crée donc BP test sur la base d'un module. Donc là, on a choisi le module à faire, possiblement une disposition, et on choisit un champ. C'est un champ de type select qui va regrouper les différentes étapes pour pouvoir cartographier les étapes que je vais pouvoir franchir grâce à des transitions. Donc là, c'est le champ étape. Je passe à suivant, et voilà. Et je me retrouve dans l'éditeur du blueprint, dans lequel je retrouve les états qui sont disponibles, que je vais pouvoir positionner dans mon éditeur. Donc, je commence par préqualifier et jusqu'à qualifier. Donc, j'ai ces deux états. Et entre les états, c'est là où je construis mes transitions. Donc, les transitions, c'est un lien entre deux états. Pardon. Voilà, hop, qui se fait comme ça. Et c'est ici que je vais pouvoir créer ma transition. Donc, la transition, je vais lui donner un nom. Donc, c'est la qualification. Et on verra qu'il y a d'autres possibilités. Et quand j'enregistre, je me retrouve avec les éléments essentiels d'une transition. Les éléments essentiels d'une transition, c'est quelles sont les conditions pour pouvoir franchir cette transition. Qui a le droit? Donc ça peut être le propriétaire de l'enregistrement, mais ça peut être également un responsable hiérarchique, un expert technique, notamment quand on se retrouve dans des situations où il y a plusieurs utilisateurs qui collaborent pour un même processus. Ensuite, il va y avoir qu'est-ce que va être nécessaire de faire pour pouvoir franchir cette transition au moment où je veux la franchir, et quelles sont les actions qui seront menées par la suite. Alors, je vais y revenir, mais à ce stade, vous voyez comment on a pu, comment le principe qui est de partir d'états, de les relier entre eux selon une logique, qui vont décrire le principe d'un processus. C'est ce que j'ai fait dans ce premier blueprint que je vous ai montré au début, qui n'hébergeait ni contrôle de saisie, ni action, mais dans lequel j'ai mis en place les différentes logiques. Le fait de passer de préqualifié à qualifié, puis les devis créés, et puis la possibilité de perdre ou de gagner le contrat, ou alors de se retrouver dans un état de devis modifié et de pouvoir peut-être plusieurs fois modifier le devis avant de le gagner. Alors à ce stade, je vais vous parler de transitions spécifiques qu'on appelle les transitions courantes, qui permettent d'être disponibles à un ou plusieurs, voire tous les états possibles. Donc, par exemple, la transition perdue est disponible. Là, quand je clique ici, je vois pour les états qui sont tous les autres états, sauf le contrat signé. Ça veut dire qu'à chaque moment où je serai dans un état, eh bien, l'affaire pourra capoter et être perdue. De façon similaire, la transition gagnée est une transition courante puisqu'elle sera disponible à la fois quand je suis en devis modifié ou en devis créé. Voilà, donc à ce stade, je suis à même de pouvoir créer toute la logique qui va piloter mon processus, mais je n'ai pas encore, et les conditions pour passer d'une étape à l'autre, mais je n'ai pas encore mis en place les actions à réaliser pendant et les actions à réaliser après. Donc ça, c'est l'objet du deuxième blueprint que je vous ai montré, pour lequel j'ai fait la démo tout à l'heure, que voilà. Au passage, voici un nouveau type de transition qui est une transition parallèle. C'est-à-dire que quand je veux franchir cette transition parallèle, il y aura deux ensembles d'activités qui peuvent être menées en parallèle, et une fois que les deux seront complétés, alors la transition pourra être franchie. C'était le cas quand on a fait l'analyse de besoin et l'analyse de faisabilité. Donc cette transition-là, je reviendrai sur ce qu'elle déclenche après. Donc, elle est faite de la transition analyse de besoin. Et vous avez vu que quand on avait franchi cette transition tout à l'heure, il y avait un certain nombre de champs obligatoires qui étaient à remplir. Et c'est là que je l'ai défini. Et je peux rajouter un certain nombre de conditions sur tous les champs d'affaires, voire sur des champs reliés, enfin sur différents modules. C'est très, très riche, ce qui est possible de rajouter comme élément à renseigner pour pouvoir passer à l'étape d'après. De la même façon, sur l'analyse de la faisabilité, j'ai un certain nombre de champs qui ont demandé à être remplis avec des contrôles de saisie, comme par exemple le budget potentiel devait être supérieur à 1 million d'euros, que le goût de risque, un peu, ça le fait pas, donc pour pouvoir aller sur Mars, et qui me permet effectivement de qualifier la faisabilité. Donc voilà, et quand on a
franchit cette transition, quand on passe à l'étape d'après, on peut déclencher des actions. Et en l'occurrence, l'action ici qui a été déclenchée, ça a été de rajouter une tâche qui est de préparer les produits dans l'affaire, notamment en vue de générer le devis. Donc, une fois que tout ceci a été rempli, on s'est retrouvé dans l'état qualifié qui a mené à la possibilité de créer un devis. C'est cette nouvelle transition. Pas de conditions particulières là, mais on aurait pu rajouter, comme de tester que les produits avaient été bien rajoutés, par exemple. On aurait pu rajouter aussi d'autres conditions. La personne qui crée ce devis, peut-être que ça aurait pu être un responsable hiérarchique plutôt que Neil Armstrong lui-même. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, après, je vais créer une tâche qui est de ne pas oublier d'envoyer le devis créé. Je peux envoyer une notification par email pour quelqu'un dans la société qui a besoin de savoir, créer des réunions, mettre à jour des champs. Je peux même créer un enregistrement qui pourrait être un enregistrement de voyage, déclencher une action automatique, périodique, ou une action personnalisée. Là, c'est ce qu'on a fait via un script de Luge qui permet de créer directement le devis. Voilà, donc c'est très riche ce qui est possible de faire. Puis on se retrouve ensuite dans l'état devis créé, où va pouvoir créer un nouveau devis. Et voyez, dans la transition qui suit, quand on franchit cette transition, à nouveau on peut appeler la fonction de Luge de création de devis. Et puis là, il y a la transition particulière qui est la modification du devis qui peut intervenir, avec ces deux transitions qui sont toujours disponibles pour pouvoir mener à la résolution de l'affaire. Voilà, donc je crois que j'en ai terminé sur ce que je voulais vous présenter au total. En conclusion, ce qu'on peut dire sur les blueprints, on pourrait dire qu'ils contribuent à l'automatisation des processus, mais j'aime pas trop ce terme. Le titre qui a été choisi, c'est l'optimisation du processus, dans lequel l'homme a toute sa place, mais pourra mettre sa compétence là où elle est nécessaire et pas perdre de temps à choisir quel processus suivre, dans quel ordre faire les choses. Donc, au total, favorise la qualité de la donnée saisie, favorise l'adoption pour les utilisateurs, et à un niveau de pilotage permet de suivre le pilotage individuel de chacune des affaires et d'avoir une vue globale sur l'ensemble des affaires de façon normalisée. Voilà, Guillaume, je te repasse. Non, exactement. Je vais rajouter juste quelques points, mais c'est effectivement, là, tu as illustré à peu près beaucoup de fonctionnalités du blueprint. On peut arriver avec des blueprints très complexes, avec même des points de départ différents. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Ce qui est important, la première étape, c'est de bien comprendre le processus commercial. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une analyse fonctionnelle en amont avant de se lancer dedans. Parce qu'une fois qu'un blueprint est en place, faut savoir que l'utilisateur, il peut que cliquer sur les boutons qu'on a prévus. Donc, si on n'a pas prévu un cas, voilà, il peut rester coincé. Donc, il faut bien prévoir tous les cas dès le départ. Évidemment, après, on peut ajuster, etc. On modifie, mais il ne peut faire que ce qui est mis dans le blueprint. Donc, l'analyse fonctionnelle, déjà, c'est quelque chose l'analyse du processus commercial, et c'est quelque chose de très important. Autre point, c'est vrai que quand on met en place un CRM, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est effectivement de donner des gains de productivité aux équipes commerciales, aux utilisateurs, et donc c'est donner une souplesse en fait dans cette utilisation. Donc faciliter la vie de l'équipe terrain opérationnel. Et le deuxième objectif, c'est un objectif plutôt de pilotage, et de s'assurer qu'on va pouvoir avoir du reporting de qualité, etc. pour l'équipe management. Et avoir du reporting de qualité pour pouvoir piloter son activité, ça passe par la qualité des données. Et en fait, le blueprint va permettre de simplement, finalement, de manière un peu fluide, de répondre à ces deux besoins. C'est-à-dire que d'un côté, ça va simplifier la vie du commercial, parce que lui, il va pas se poser plein de questions, à savoir dans quel statut je vais, qu'est-ce que je fais après ça, qu'est-ce que je dois faire, etc. Je suis tout ce qui m'est proposé au bon moment et je renseigne les informations au bon moment, donc par ces boutons-là. Et on est sûr que tout le monde suit cette même logique. C'est-à-dire que vraiment, quand on passe d'une étape à une autre, c'est-à-dire qu'on a ces informations-là, sinon on ne peut pas y passer dans tous les cas. Donc, on est certain que tout le monde va suivre le bon processus, et ça permet d'alimenter le CRM. Je frise un peu, j'ai l'impression. Ça permet d'alimenter un peu d'alimenter le CRM
avec des données de qualité et donc permettre d'avoir du reporting de qualité et donc un pilotage beaucoup plus pertinent. Voilà. Donc ce sont les points importants. Et cette fonctionnalité Blueprint combinée aux autres fonctionnalités qu'on avait présentées précédemment dans les autres flashs comme Client Script qui donnait du dynamisme à vos pages parce qu'on allait avoir des règles qui vont s'exécuter rapidement lors de la saisie, par exemple, des actions qui vont s'exécuter dès la saisie, ou Canva, puisque le Blueprint est tout à fait compatible avec Canva. C'est-à-dire quand vous faites une mise en page personnalisée des enregistrements, vous allez avoir les blueprints qui vont apparaître aussi. Donc, la combinaison de tous ces éléments-là fait que on apporte véritablement une ergonomie qui est beaucoup plus adaptée à votre. Donc, je pense que c'est vraiment une fonctionnalité qui est essentielle. Voilà. Donc, je regarde en même temps les questions. Donc, une question de William sur des exemples d'utilisation de Blueprint sur d'autres modules. Alors, oui, alors le Blueprint, là, effectivement, il est très classiquement mis sur le module à faire, parce que c'est vrai que c'est là que, par défaut, on a cette frise avec ses étapes, etc. Mais on peut le mettre n'importe où. Typiquement, un exemple là, que l'on gère en ce moment sur aujourd'hui, on utilise un module pour gérer des échanges entre différentes équipes. C'est-à-dire qu'on a une équipe commerciale, une équipe logistique qui doivent échanger entre elles et donc avec des systèmes de questions-réponses. Donc, on a créé un module dédié d'échange entre différentes équipes et les blueprints vont permettre de dire j'ai posé une question, ensuite l'autre personne a répondu, ça renvoie la balle, etc. Donc, chaque équipe va utiliser ces boutons pour faire ça. Ensuite, on pourrait très bien imaginer des blueprints sur quand on a des opérations complexes, par exemple, sur des traitements avec plein d'étapes successives. Je sais pas, on va traiter des commandes, par exemple, des commandes complexes. On va pouvoir imaginer de mettre des étapes sur des commandes complexes à réaliser. Ou, par exemple, un groupe de personnes qui fait plein de commandes et sur ce groupe de personnes qu'on doit faire évoluer. Donc, ça peut être des modules spécifiques sur lesquels on va rajouter aussi des étapes. À partir du moment où on a des étapes sur des modules, on va pouvoir utiliser des blueprints. Dans quel cas est-ce pertinent de les mettre en place ou pas? Quelles limites, quelles conditions de succès? Je sais pas, mais moi, je pense qu'à partir du moment où on a des étapes et on a des conditions de passage d'une étape à une autre, c'est pertinent. Oui, qu'on a défini un processus d'entreprise qui a besoin d'être respecté pour plus d'efficacité. Donc. Exactement. Les conditions de succès, voilà, c'est d'avoir le process bien en tête, bien clair. C'est pas la peine de le mettre ça tant qu'on n'est pas très précis sur les différents passages, les différentes étapes. Donc, c'est à bien tester. Oui, une condition de succès bien testée dans la sandbox. La sandbox, on n'en a pas encore parlé, ça pourra peut-être faire l'objet d'un flash d'ailleurs. C'est un environnement de développement, de test, en tout cas, c'est vraiment très utile. Et donc, c'est à bien tester pour être sûr qu'on ne loupe pas une étape. Et surtout, il faut impliquer les personnes terrain. C'est ce que j'allais dire, valider avec des utilisateurs pilotes qui se sentent à l'aise et pas contraints. C'est pas que le directeur commercial qui te dit ça doit se passer comme ça. Il faut absolument qu'il y ait des personnes, les utilisateurs clés qui soient impliqués parce qu'ils vont toujours avoir non, mais moi c'est vrai que je passe par là, et ça peut mettre en évidence d'ailleurs des choses qui sont faites et qui suivent pas forcément le process, mais du coup on ramène tout le monde dans le bon chemin. Et pour répondre à Mohamed, oui, sur les sources de leads différentes, tout est possible, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs blueprints pour un même module et qui déclenche sur des conditions différentes, ou même au sein d'un même blueprint, on peut prendre des chemins différents selon les conditions qu'on met sur les transitions. Donc ça, c'est de voir cas par cas. Mais je pense que la deuxième solution est quand même intéressante pour parce que ça peut devenir assez complexe. Donc si on doit naviguer entre différents blueprints, ça peut être un petit peu difficile. S'il y a des parties communes, on n'a pas à les cliquer et on peut les potentialiser. Exactement. Ce sont des bonnes questions, effectivement, tout ça. Nous, j'insiste aussi souvent que chez Transition, notre métier, c'est pas uniquement justement de mettre en place techniquement vous allez nous donner, mais c'est vraiment de vous challenger en fait au niveau de votre process. Donc, on est là aussi pour vous poser les bonnes questions et parfois poser des questions qui sont pour vous sur des choses qui vous paraissent évidentes, mais tant qu'on les a pas matérialisées dans le processus, ça sera pas en place. Donc, à nous de bien réfléchir avec vous, poser la question, qu'est-ce qui se passe là, pourquoi est-ce qu'on fait ça, à quel endroit on va, pour bien comprendre le fonctionnel, la finalité de ce que vous faites, pour être certain qu'on met en place
le bon processus. Donc, c'est vraiment cette partie analyse métier et fonctionnelle, en tout cas, est essentielle. Oui, c'est la matérialisation, les blueprints de l'étape analyse des process des audits qu'on mène en général. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment là où on repense le mode de fonctionnement, on peut le challenger et après, il est quasiment directement illustré par la conception des blueprints. Donc, on se relie à ce qui a été fait dans cette phase d'audit. Très bien. N'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître un peu complexe comme ça, mais en tout cas, évidemment, on reste à votre disposition pour vous aider dans la mise en œuvre. Vous voyez, merci pour le commentaire. Effectivement, on poursuit ces formats de flash. On espère qu'ils vous apportent les informations pertinentes en un minimum de temps. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que les prochains, on a notre agenda pour nos prochains flashs. Fin avril, on va parler de ZooFlow, donc la solution qui va permettre d'intégrer différentes applications Zoo ou pas, très simplement. Et ensuite, on va faire 2 sessions pour une fonctionnalité extrêmement intéressante qui est la fusion de documents à partir de CRM, puisqu'en fait, on peut générer des documents ZooWriter ou PDF ou autres, Word, dynamiquement à partir des données de CRM. Donc, on va faire ça en 2 temps. On va faire avec quelques clics, etc., pour vous expliquer le type, et ensuite vous montrer ce qu'on peut faire avec un peu de développement pour vraiment encore plus automatiser cette génération de documents et même pour envoi, pour directement au client, pour signature, etc., et signature électronique. Et on verra d'ailleurs toujours avec notre filiale à nous Mars, qui permet, sur la génération de devis dynamique pour cette agence de voyage, voilà, ce sera un bon exemple en tout cas de génération de documents. Voilà, je pense que nous sommes dans les temps. Quel coût est à prévoir? Il y a une dernière question sur difficile à dire. C'est vraiment, il faut qu'on rentre un peu. Il peut y avoir des blueprints très simples, et puis il peut y en avoir des très compliqués. Là, en ce moment, on est sur des cas avec plein de points d'entrée dans tous les sens, etc. Ça demande des sessions et ensuite une mise en place, plus la partie test. Ça peut aller de quelques heures à 2-3 jours, en fait. Voilà. Après, on sait pas mettre en place un blueprint, on va pas mettre 2 semaines pour faire un blueprint, mais je veux dire, voilà, c'est difficile de vous répondre, en tout cas. Mais, ça peut être simple. Pardon, excuse-moi. Et tout dépend aussi des actions qu'on met en œuvre, qu'on déclenche, qui peut être. Exactement. Oui, c'est ça. Effectivement, il peut y avoir aussi ensuite, il y a des développements parce que ça va appeler des fonctions déluge ou des webhooks pour faire des intégrations vers l'extérieur. Tout ça, c'est possible. Mais voilà, le blueprint en lui-même, les étapes, c'est pas long, mais ensuite, effectivement, c'est tout ce qu'il y a à côté qui peut prendre un peu plus de temps. Voilà, il est 11h30. Promesse tenue. Merci, Jean-François. Merci à tous. Merci à tous. Et n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire Flash que vous aurez. D'ailleurs, en la session, vous aurez le formulaire d'inscription. Merci, à très bientôt.